L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et nos décodeurs de l'écho qui vous racontent tout, qui vous expliquent tout sur cette affaire BNP Paribas, dont on devrait connaître l'épilogue tout à l'heure à la clôture à Wall Street après 22h heure de Paris. Il y aura une édition spéciale d'ailleurs en direct de 22h à minuit sur BFM Business, à la télé, à la radio, avec de très nombreux acteurs, très nombreux spécialistes du dossier. Évidemment, on vous racontera tout. On sera en direct de New York. On va continuer dans un instant avec Éric Delannoy, vice-président du cabinet de conseil aux entreprises, Weave, spécialiste des banques, Benaouda Abdelhaim et Caroline Morisseau de BFM Business, Philippe Tibil, président de l'association des marchés financiers. Et puisqu'on parlera également de communication, très importante communication de la banque, pour l'instant extrêmement discrète. Il y aura peut-être un communiqué tout à l'heure à l'issue de la déclaration du ministre américain de la Justice, Eric Holder. On est avec Emmanuelle Hervé, la présidente d'Astrolabe, agence de conseil en stratégie sensible. Justement, les États-Unis en direct, je vous le disais, on va ne cesser de faire des allers-retours tout au long de la soirée avec Jean-Bernard Cadier qui nous attend toujours depuis le bureau de BFM Business à New York. Jean-Bernard Cadier, est-ce que vous avez l'impression que la justice américaine a décidé de frapper fort ou pas dans cette affaire BNP Paribas? Qu'est-ce qui se profile dans 2 heures maintenant? Alors la justice et la politique américaine ont décidé de frapper fort. Ce qui se profile, c'est une procédure qui est un petit peu complexe à la fois pour des questions de marché, des questions judiciaires et des questions politiques. Alors les marchés, clairement, on n'annonce rien avant 16h heure d'ici, la clôture des marchés 22h pour vous. La procédure judiciaire elle-même est un peu complexe parce qu'il s'agit d'un accord à l'amiable, mais on va quand même lancer un embryon de procédure judiciaire juste pour permettre à BNP Paribas de plaider coupable. Formellement, les autorités américaines insistaient pour que BNP Paribas plaide coupable, c'est important. Ça avait été le cas des Crédits Suisses, mais depuis une dizaine d'années, ça n'avait pas été le cas dans les banques américaines. Et de ce point de vue-là, oui, la justice américaine décide de frapper fort. Et ensuite, il y a une petite incertitude sur la politique, parce qu'il y a plusieurs instances politiques qui sont en train d'essayer de régler les comptes de BNP Paribas. Et si j'ose dire, de se partager le butin. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les autorités fédérales et puis les régulateurs de New York qui vont essayer de se tirer une partie de l'amende. Et quand on parle d'une amende de près de 9 milliards de dollars, même 20% de cette amende, ça fait des sommes considérables. On dit actuellement, par exemple, que l'État de New York devrait empocher 2 milliards de dollars, ce qui apparemment n'est pas tout à fait assez pour le régulateur Benjamin Losky, l'homme qui était très en pointe contre la BNP dans ce dossier. Et on nous dit maintenant qu'il ne sera pas aux côtés du ministre de la Justice, Eric Holder, lors de la conférence de presse. Alors, est-ce que c'est un problème d'agenda ou est-ce qu'il y a un peu de tension entre les régulateurs et les autorités de Washington? On sera fixé dans la soirée. Qui c'est ce Benjamin Losky? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Vous le connaissez, Jean-Bernard Cadier? Je ne le connais pas très bien. Non, mais enfin, vous le connaissez, façon de parler, bien entendu. Voilà. Écoutez, ce qui le motive, c'est mettre de l'ordre dans les banques. C'est le monsieur propre des banques américaines. Il dit qu'il faut couper les branches pourries pour sauver les banques, pour sauver l'ensemble du système financier. C'est un croisé. Il est en croisade. Et il fait ça au nom de l'État de New York. L'État de New York qui n'a pas exactement les mêmes intérêts dans cette affaire, ni que le procureur, ni que l'État fédéral. Et on a très bien vu dans ce dossier que Benjamin Losky, notamment sur la question de la suspension des transactions en dollars, s'est dit on ne peut pas simplement faire payer les banques. Parce que demander à des banques de l'argent, c'est trop facile. Les banques de l'argent, elles en ont par définition autant qu'elles en veulent. Et jusqu'à présent, les amendes ne leur ont jamais fait mal. Essayons de trouver un moyen de leur faire mal. Donc c'est lui qui avait envisagé éventuellement la suspension de la licence et puis il a renoncé. Mais c'est lui qui a exigé et qui a obtenu une suspension des transactions en dollars qui ne sera que partielle, qui sera momentanée pendant toute l'année 2015, mais qui sera quand même effective. Voilà, Jean-Bernard, qu'on retrouvera, Jean-Bernard Cadier depuis New York pour BFM Business tout à l'heure dans l'édition spéciale de 22h à minuit. Juste un mot, Caroline Morisseau, avant qu'on parle de la communication. C'est vraiment un problème aussi sensible. BNP Paribas, voilà, 9 milliards de dollars. On voit comment, évidemment, les prédateurs commencent à se disputer. L'État de New York, l'État fédéral, 2 milliards par-ci, quelques milliards par-là. BNP Paribas, est-ce qu'elle est suffisamment solide? Comment elle pourra encaisser le choc? Comment est-ce qu'elle va pouvoir gérer les sanctions, absorber l'amende? Racontez-nous, Caroline. On l'a dit, c'est l'une des banques les plus solides de la zone euro. C'est l'une des mieux capitalisées, même avec cette amende de
de 9 milliards de dollars. On serait sur un ratio, si l'on en croit les analystes, de l'ordre de 10%. Donc BNP Paribas reste au-delà des exigences réglementaires. Donc d'un pur point de vue réglementaire, elle n'a pas besoin d'aller lever de l'argent sur les marchés. Et à en croire une source très proche de la banque, hier soir encore, la question se posait et ce n'était pas Le journal disait il peut y avoir une augmentation de capital, on peut revenir aussi sur le dividende 2014. Écoutez, nous, deux sources proches de la banque, on nous dit qu'il n'est pas du tout évident qu'elle ait besoin effectivement d'aller lever de l'argent sur les marchés. On est dans une phase en ce moment où la Banque Centrale Européenne va auditer un petit peu toutes les banques sur leur solidité. C'est préjudiciable ou pas pour cette banque française ? Non, puisqu'elle reste au-delà des exigences réglementaires. Après, c'est vrai que c'est un point qui va être tous ces litiges, parce que c'est pas le seul, là, on est sur des violations d'embargo, mais tous ces litiges vont être regardés de très près par la Banque Centrale Européenne, qui a déjà dit qu'elle tiendrait compte de tout cela, et d'autant plus qu'on est sur des proportions auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Oui, alors, et puis aussi Emmanuel Hervé, et là je me tourne vers vous la spécialiste de communication à tête d'Astrolabe, la question de la réputation. On en parlait bien entendu. Comment on fait pour rayer donc une telle marque, une telle ombre qui plane comme ça sur la banque Il faudra déjà voir quelles sont les conséquences réputationnelles, parce que les banques aujourd'hui n'ont pas, de toute façon, pas une excellente réputation. Et puis il faut voir aussi quels sont les publics, quelles sont les cibles en fait de la banque, parce que sa réputation auprès de ses clients institutionnels est très différente et pas du tout gérée par les mêmes canaux que sa réputation, je dirais, grand public. Et au jour d'aujourd'hui, son enjeu principal, c'est véritablement garder la confiance de ses clients institutionnels. C'est essentiellement ça. Donc, et là, elle y travaille depuis un moment. Ça a été confirmé par le patron de la Banque de France, qui dit aussi que finalement, elle a enfreint un embargo américain, mais il n'y a pas eu de problème d'éthique qui aurait pu être un souci, quelque chose de plus compliqué à gérer, je dirais, pour les clients institutionnels et puis pour le grand public. C'est uniquement une question de contrat, en fait, et l'importance du contrat aux États-Unis. C'est quelque chose de fondamental et de mensonge aux États-Unis. Mais il n'y a pas on ne l'accuse pas d'avoir fait des choses sales, je dirais, entre guillemets. Et là-dessus, la Banque centrale et la Banque de France sont derrière. Oui, enfin, des choses sales aux États-Unis, Ben Aoud Abdelrahim, on viole l'embargo. Quelque part, c'est sale d'ores et déjà. Oui, c'est très mal. C'est sacré. Très mal. Mais je pense qu'il y a une communication envers la France et vers les publics français et une autre communication vers les publics américains. Et ça tombe bien, c'est Jean-Baptiste Huet qui va nous expliquer ça. C'est vrai que jusqu'à présent, BNP Paribas, en matière de communication, a fait plutôt profil bas. Jean-Baptiste, quasiment pas de communication, c'est ce que vous nous expliquez. Après quelques jours de flottement au début de l'affaire, la communication s'est totalement verrouillée. Silence radio, voilà le mot d'ordre à la BNP durant toutes les négociations avec la justice américaine. C'était d'ailleurs une obligation juridique. Un peu comme un robinet que l'on coupe, la communication de la banque avec les journalistes par exemple s'est arrêtée net. D'ailleurs, pour la première fois, la BNP a confié sa communication à l'extérieur, chez Havas. L'agence est chargée en quelque sorte de préparer le terrain pour l'après. Autre élément intéressant, la communication interne, à l'inverse, plutôt active. Conseil d'administration régulier, mise au courant des salariés. Encore vendredi dernier, avec un mail général de Jean-Laurent Bonnafé, les syndicats également ont joué le jeu. Aucune fuite, en fait, un véritable esprit de corps. Maintenant qu'un compromis est trouvé avec la justice américaine, ne pas espérer pour autant un torrent d'informations. La BNP et ses responsables auraient interdiction de communiquer sur les modalités de la négociation pendant 3 ans. Voilà, Jean-Baptiste Huet, Emmanuel Hervé, la banque avait raison de rester dans le silence, de ne pas communiquer, de ne pas envenimer les choses. De toute façon, elle n'avait pas le choix, puisque la procédure était en cours. Donc, à part dire la procédure est en cours, nous ne pouvons pas faire de commentaires, elle n'a absolument pas le droit d'intervenir. En plus, c'est une société cotée, donc la communication des sociétés cotées est très très réglementée. Ils peuvent absolument pas se permettre de commenter, en particulier ce genre d'événement. Donc, ils n'avaient absolument pas le choix. Ce qu'on peut regretter, là, en fait, on voit qu'il y a eu très dernièrement quelques mails et quelques informations en interne. Ça arrive très tardivement quand même. Il faut savoir qu'aux États-Unis en particulier, l'interne, les employés de BNP Paribas auraient bien aimé apprendre autrement que par voie de presse ce qui arrivait à leur institution, et ils sont extrêmement inquiets. C'est aussi pour ça qu'il y a un espèce de coup de com interne assez fort en ce moment. Ben Aoud Abdelrahim. Jean-Bernard Cadier l'a très bien expliqué. Le régulateur bancaire Benjamin Lowski manie vraiment
le bâton, la carotte et surtout le bâton. Donc lorsqu'il vous menace de vous retirer votre licence bancaire, ça a marché auparavant, s'il menace à nouveau, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il faut prendre un cas précis, 2012, Bank of Tokyo Mitsubishi qui a été accusé de violer les embargos américains contre la Birmanie, Cuba, l'Iran et le Soudan. Le Trésor américain a obtenu 8 millions de dollars de pénalité. Le Benjamin Lowski, lui, il en a obtenu 250 millions. Donc sa force de persuasion est vraiment la plus importante actuellement dans ce domaine bancaire à New York. Oui, c'est vrai. Éric Delannoy, vice-président du cabinet WIV, on en parlait tout à l'heure avec Caroline Morisseau, dans l'arsenal des sanctions qui étaient possibles, il y avait justement le fait qu'on retire la licence bancaire de BNP Paribas aux États-Unis. Et là, c'était un droit de mort sur la banque française, carrément. Alors, droit de mort, peut-être pas, mais en tout cas, ça aurait porté un coût extrêmement important pour le coup, pour deux raisons. La première, c'est que retirer la licence bancaire de BNP Paribas aux États-Unis, c'est tout simplement l'interdiction de transactions en dollars. Donc ça prive BNP Paribas de sa dimension internationale et ça la cantonne à un niveau régional. Ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est que ça fait une coupure nette entre BNP Paribas maison mère et sa filiale Banque Ouest. Et c'est probablement d'ailleurs pour la raison pour laquelle ils y ont renoncé. Banque Ouest représentant à peu près 10% du chiffre d'affaires de BNP Paribas. Donc c'est pas neutre. Effectivement, ça aurait pu porter un coût bien plus important que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Et les États-Unis, l'Amérique du Nord, Caroline Morisseau, pour BNP Paribas, c'est un espoir considérable. Ils misent énormément sur ce marché américain. Il représente déjà 10% de son chiffre d'affaires à l'international, de son produit PNB. Avec quoi, 12% échéance 2017. Exactement, ils veulent porter, c'est l'un des grands axes stratégiques de la banque et donc l'idée c'est effectivement de porter ce chiffre d'affaires à 12% d'ici à 2016. Donc ils ont de grosses ambitions là-bas, effectivement c'est assez capital. Il y a Emmanuel Hervé tout de suite, Astrolabe, qui nous rappelait un peu ce qui pouvait se passer dans la tête des collaborateurs de BNP Paribas aux États-Unis, qui ont appris un petit peu comme ça par la presse cette affaire. Vous les connaissez bien, les collaborateurs français, vous avez enquêté bien entendu. C'est quoi le moral des troupes justement? Comment est-ce que cette affaire elle est gérée en interne? Comment est-ce que les collaborateurs sont tenus informés? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'ils accusent justement? Voilà, racontez-nous un petit peu, Caroline. Alors je crois qu'il a été extrêmement bien géré parce que je suis bien placée pour vous dire que j'ai cherché évidemment à avoir des informations un peu par tous les bouts et le dossier était extrêmement verrouillé. Il y avait vraiment une très forte solidarité à la fois des salariés, des syndicats, des administrateurs. Le dossier était verrouillé de partout et tout le monde nous a dit à quel point ils étaient solidaires derrière la direction et qui ne voulait absolument pas communiquer, laisser filtrer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, alors c'est l'une des rares pièces qui a filtré dans ce dossier. Il se trouve que la lettre envoyée par Jean-Laurent Bonafé vendredi à l'ensemble de ses salariés, c'est pas la première d'ailleurs. Il a communiqué régulièrement auprès de ses salariés. C'est lui qui a la manœuvre, c'est un peu le baptême du feu, Jean-Laurent Bonafé. Ça fait 2 ans qu'il est DG de la banque. Oui, tout à fait, depuis 2011. C'était pas lui qui était aux affaires au moment de cette violation d'embargo. Baudouin Pro qui était aux manettes au moment des faits, entre 2002, 2009, etc. Et lui est arrivé effectivement à partir de 2011. Donc là, il a quand même un gros dossier à gérer et il a réussi en tout cas à maintenir la solidarité au sein de la banque visiblement. Et d'ailleurs, il salue ses équipes en leur disant dans son courrier à quel point ils ont été formidables par leurs engagements, leur solidarité dans cette période. Et jusqu'au bout, cette solidarité a été clairement maintenue. Philippe Tibi, comment on communique justement dans un passé récent, vous avez été à la tête d'une grande banque européenne. Qu'est-ce qui se passe justement? Comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce qu'on collabore? Comment est-ce qu'on communique avec ses collaborateurs? C'est toujours une situation qui est difficile. Je crois que le rôle d'un patron, c'est d'être un exemple. Et quand il y a un problème, et d'ailleurs quand il n'y a pas de problème, mais spécialement quand il y a un problème, tout le monde regarde ce que font les dirigeants et le dirigeant suprême. Donc je crois que c'est une situation qui réclame une grande force morale, des talents de communication, mais derrière la communication, vous savez, les techniques de communication, enfin pour le personnel, les gens ressentent les choses de façon beaucoup plus instinctive. C'est-à-dire vous cherchez à savoir si le bateau est tenu et si il va pouvoir entrer dans des eaux plus calmes. Et donc il y a la notion de confiance vis-à-vis de la direction est absolument fondamentale parce que c'est un moment où effectivement beaucoup de gens se posent des questions, pondèrent leurs options, peuvent être sollicités par d'autres banques. Donc tout le monde se pose des questions et vous ne restez que si, enfin vous ne restez en tout cas, votre implication est maintenue si vous sentez que la direction de la banque et singulièrement le dirigeant principal est
tient l'affaire en main. Ouais, on vous donnera la parole dans un instant. Emmanuel Hervé de l'agence Astrolabe. La confiance, c'est le maître mot. Voilà ce que vous martèle Philippe Tibi. La confiance vis-à-vis des clients, la confiance aussi vis-à-vis des troupes en interne, des collaborateurs. Allez, quelques remarques. Le Parisien qui nous dit voilà, cette affaire prouve que les politiciens français ont plus parasité qu'autre chose une affaire qui ne les concernait pas. Et puis Florence C'est sûr qui nous dit voilà, c'est bien, il n'y a pas de foot, mais l'écho, l'histoire bancaire bien plus passionnante. Voilà, ça commence à revenir un petit peu sur l'antenne de BFM Business après la victoire des Bleus, donc 2-0 contre le Nigeria, la qualification en quart de finale. Restez avec nous, édition spéciale aussi tout à l'heure, 22h minuit sur BFM Business, à la télé, à la radio. On sera aux États-Unis, qui devraient donner des informations sur le dossier BNP Paribas. Question ce soir, la banque échappe-t-elle au pire? À tout de suite. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair. Ce soir à 21h sur BFM Business. Au cœur de Londres, au pied de la cathédrale Saint-Paul, se niche l'arpent de territoire le plus riche que la Terre ait jamais porté, la City of London. Les initiés l'appellent le Square Mile. À peine 3 km² où opèrent quelques 550 banques et la moitié des plus grands assureurs de la planète. Plus que New York, Francfort et Paris réunis. Le volume d'affaires qui se brasse ici le jour, le long de la Tamise, est 5 fois supérieur au PNB du pays. Il y a ici beaucoup d'investisseurs et de banques privées. Ça investit beaucoup ici. Avec la crise, beaucoup de gens ont perdu leur boulot et lors des entretiens d'embauche, ils doivent faire davantage attention à leur apparence, au cirage de leurs chaussures. J'arrive un peu à bavarder avec eux et ils se livrent devant moi sans difficulté. BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. C'est évidemment l'info de la soirée, l'affaire de la soirée, bien sûr, BNP Paribas, donc, qui sera normalement fixé sur son sort. Bon, on attend, pour l'instant, rien n'a encore fait, ça discute toujours, tractation de dernière minute entre la banque et puis les autorités américaines de la justice. 22 heures après la clôture à Wall Street, on en saura plus probablement, donc restez avec nous. C'est pour ça qu'on fait une édition spéciale de 22h à minuit et on retrouvera bien sûr Eric Delannoy, Philippe Tibi, Caroline Morisseau. Il y aura Emmanuel Le Chip qui reviendra évidemment tout à l'heure. Il est dans les coulisses. Il est en train de regarder les dossiers. Benahouda Abdelhaim. Et puis la communication. Tiens, Emmanuel Hervé, donc à la tête d'Astrolabe, agence de conseil en stratégie sensible. On sera tout à l'heure avec un représentant, un élu du personnel donc des banques. Oui, la nécessité de bien communiquer en interne. Parce que nécessairement, il y a des questions, il y a des reproches qui ne cessent de pointer en disant oui, encore une fois, on a été tenu à l'écart, encore une fois, on a pris trop de liberté, encore une fois, la direction ou les cadres n'ont pas été contrôlés. C'est ça, c'est toutes ces questions qu'on peut se poser? Oui, on peut se poser ces questions. Enfin, la question primaire, je dirais, dans la base de la pyramide de Maslow, c'est est-ce que je vais me faire licencier à cause de ce qui se passe? Est-ce que ça va avoir des conséquences sur mon poste? On a vu que les têtes ont commencé à tomber. Est-ce que Baudouin Pro, il y a des rumeurs aussi qui courent. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations. Caroline va tout nous dire. Voilà, elle va tout nous dire. Mais je trouve que, bon, de toute façon, il a fait, il ne pouvait pas faire plus. Il n'y avait pas de communication externe possible, donc la communication interne a été bien faite dans le sens où il aurait pu être tenté par le bouc émissaire. C'était pas moi, c'était avant, j'y suis pour rien, finalement, voilà. Il l'a pas fait du tout, ce qui est bien, ce qui est tout à fait louable. Je pense que ce qui l'aide aujourd'hui, parce que sa communication est quand même très peu empathique, enfin elle est très française, elle est quand même pas très empreinte d'émotion, on peut pas dire. En même temps, je connais pas Monsieur Bonafé, mais j'ai pas l'impression que ça soit spontanément l'école du rire et le showman. Pas mais bon, en même temps, voilà. c'est la culture, c'est aussi la culture des banques. Et la culture Caroline, de la je me trompe BNP. ou pas? Il y a assez peu de communication proactive. Enfin, allez-y, dites-le, vous le connaissez mieux que moi. C'est pas quelqu'un qui est extrêmement extraverti et qui adore l'exercice de communication. Voilà, ça se voit.
Sauf que ce qui l'aide aujourd'hui, je pense, c'est que derrière tout ça, ce qu'on peut avoir, c'est un peu un US bashing, en fait, un peu un retour, un retour pour une fois que c'est pas un French bashing, et que c'est facile à la fois pour l'interne, mais aussi pour le grand public de dire les États-Unis mettent, c'est parce qu'on est français que c'est si cher. Ça aurait été HSBC ou ça aurait été une autre banque, ça s'est trouvé en fait. D'ailleurs, HSBC a déjà été soumis à la même au type d'amende, mais pas du tout dans ces montants-là. Philippe Tibi nous expliquait tout à l'heure que de toute façon, que quelle que soit la nationalité, à partir du moment où c'était une banque, elle était dans le collimateur de l'opinion publique et quelque part de la justice américaine. Absolument. Je pense que c'est pas du tout lié au fait que ce soit une banque française. C'est lié au fait que ce soit une banque solvable, je pense, c'est plutôt ça. Mais toujours est-il que pour l'opinion publique, de pouvoir dire tout à coup, c'est ça les Américains qui nous en veulent, ça aide aussi beaucoup à communiquer dans ce sens-là. Benaoud Abdelhaim de BFM Business. Il pourrait y avoir une forme, il y a une forme de critique à l'égard, non pas de BNP Paribas, mais de la Banque de France. Certains considèrent que la Banque de France s'est comportée plus comme un promoteur des intérêts de cette banque plutôt qu'un régulateur, qu'un contrôleur de BNP Paribas. Et c'est le banquier d'affaires américano-belge Georges Jugeux qui le raconte. Il était début du mois à l'IIF, l'IIF qui est un peu le lobby bancaire le plus important au monde. Et on se disait, rapporte-t-il dans ces discussions, que on reprochait à la Banque de France, on s'interrogeait en tout cas sur l'indépendance de la Banque de France. Est-ce que c'était bien le rôle de la Banque de France d'être autant en pointe dans ce dossier après avoir failli, entre guillemets, à ramener BNP Paribas en temps et en heure dans le droit chemin, c'est-à-dire en tout état de cause, d'être en conformité avec les demandes des Américains. Caroline Morisseau, quid du management, justement. Donc, on a déjà annoncé, c'est Éric Delannoy qui nous le rappelait tout à l'heure, qu'une quinzaine de cadres de Suisse ont été apparemment remerciés. On a annoncé donc la mise en retrait de Monsieur Georges Chaudron-Courcelles, directeur général délégué. Il y a un rapport direct ou pas, au fait, avec sa mise en retraite? Officiellement, non. Ça intervient de manière très opportune, en tout cas en plein milieu de l'affaire. Qui est le prochain? Est-ce que la justice américaine, par exemple, a demandé clairement, en disant voilà, très bien, parmi les... On verra tout à l'heure à 22h s'il y a des annonces qui sont faites, d'ailleurs pour l'instant on ne sait pas, mais est-ce que ça fait partie de l'arsenal de mesures en disant bon, il y a une amende, on vous retire le dollar sur certaines prestations et puis accessoirement vous nous dégagez telle ou telle personne. Ça c'est possible ou pas? C'est ce que laisse entendre la presse américaine, mais visiblement la banque a déjà soit licencié, soit sanctionné un certain nombre de personnes effectivement au sein de sa filiale suisse. Après il y a un certain nombre une source en tout cas assez proche du dossier haut placé qui laisse penser que Baudouin Pro pourrait être sur la sellette. Mais il a quel rang actuellement? Il a quel poste? Il est président de la banque. Président de la banque, oui. Il n'y a pas de bataille en interne en tout cas pour pousser dans ce sens-là. Absolument pas. Il est menacé, Éric Delannoy? A priori, ce serait très exagéré que Baudouin Pro soit menacé. Aujourd'hui, effectivement, il y a des bruits contradictoires. Aujourd'hui, Baudouin Pro, certes, il était à la tête de la banque, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on parle d'une équipe, d'une soixantaine de personnes concernées, 80 personnes qui sont dans ce type d'équipe, sur plus de 200 000 collaborateurs. Donc, il faut aussi voir ce que veut dire la capacité à contrôler une équipe qui est sur ce type de transactions à une période où c'est l'euphorie sur les marchés financiers, où en gros, en plus, la banque d'investissement est un État dans l'État qui fait que tant que ça marche, on n'y touche pas. Donc le contrôle interne a toujours été plus compliqué que sur la banque de détail. Bref, Baudouin Pro est quand même très loin. Chaudron-Courcelles, pourquoi il est sanctionné? Enfin, sanctionné. Pas sanctionné, mais en tout cas pourquoi il y a une retraite opportune de 64 ans maintenant, c'était parce qu'il était directement le patron de la banque suisse. Pas seulement le patron de la banque d'investissement. Donc, si Baudouin Pro devait partir, ça serait probablement pour d'autres raisons. Oui, Philippe Tibi, Caroline Morisseau, et puis on va se retrouver à 22h. On s'attend à quoi alors finalement ce soir? Il y aura des annonces très fortes ou pas? Il va falloir regarder vraiment de très près les termes exacts du plaider-coupable. Oui, les modalités. Ouais. C'est de loin la sanction la plus impactante en termes de réputation, dont on mesure le moins les conséquences. Il y aura un communiqué de BNP Paribas ce soir après le plaider-coupable, après la déclaration de M. Eric Holder, le ministre de la Justice américain? Possible, pas officiel. C'est l'hypothèse qui était envisagée hier soir, mais je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Ils auront le droit de communiquer sur cette affaire, au fait, Caroline? Alors, une source proche du dossier nous a dit que non, hormis le plaider-coupable, après la banque n'aurait pas le droit de donner plus de détails, etc. sur cette affaire pendant une période de 3 ans. 3 ans?
Ah oui, d'accord. Donc chaque fois qu'on aura un responsable de BNP Paribas, on pourra lui parler de tout, sauf de ça. A priori, oui. A priori. Bon, allez, l'édition spéciale des décodeurs de l'écho, 22h, minuit, tout à l'heure, en direct. On retrouvera Eric Delannoy, Ben Aouda Abdedaïm, Caroline Morisseau, Philippe Tibi, d'autres invités. Merci beaucoup Emmanuel Hervé à la tête d'Astrolabe, agence de conseil en stratégie sensible. Voilà, j'aime bien, elle vient de temps en temps nous voir dans les décodeurs de l'écho. C'est important la communication. Bonne soirée. Allez, vous allez prendre l'air tous, hein, bien sûr. Si vous nous suivez à la télévision aussi. Allez, une petite pause et puis vous revenez à 22h comme ça, bien tranquillement. On vous expliquera tout. On sera en direct des États-Unis. Bonne soirée, à tout de suite. BFM Business.